Hillary Clinton avait échoué face à Donald Trump. Kamala Harris va-t-elle devenir bientôt la première femme présidente des États-Unis? Rien n'est joué à 42 jours de la présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre. Les sondages restent très serrés. Alors qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance entre le candidat républicain, ex-chef de la Maison-Blanche, et l'actuel vice-président démocrate des États-Unis? On en parle avec Jean-Claude Beaujour. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes avocat, spécialiste des États-Unis. Pour commencer, vous qui en avez vu des campagnes présidentielles aux États-Unis, est-ce qu'on peut dire que celle-ci est hors norme? Elle est hors norme à raison de la personnalité de Donald Trump. C'est la première fois qu'un ancien président se représente pour devenir président. Et puis il y a aussi la personnalité même de Donald Trump, la manière dont il fait campagne, dont il attaque ses adversaires. C'est aussi une campagne hors norme parce que une femme arrive au coude à coude. C'était aussi le cas avec Hillary Clinton, mais c'est moins frappant. La société était un tout petit peu moins polarisée, mais déjà polarisée à l'époque d'Hillary Clinton. Cette fois-ci, on arrive au maximum. Et c'est vrai que c'est une femme, c'est une noire. Pour toutes ces raisons, oui, on arrive à cela avec des sondages qui sont tellement serrés que les deux camps fourbissent leurs armes. Ouais. Juste quand vous disiez, pour préciser, c'est la première fois qu'un président se représente, beaucoup ont fait deux mandats, mais là, après avoir perdu. Après avoir perdu, oui, formalité. Oui. Alors on peut perdre quand on est, souvenez-vous de Jimmy Carter qui avait été battu quand il s'est représenté, ou de Bush père, mais là c'est la première fois qu'un président battu revient avec une telle force. En sachant qu'il est persuadé, lui et ses partisans, d'avoir perdu et qu'on leur a volé, côté démocrate, leur élection. C'est aussi la première fois, peut-être, je pars sous votre contrôle, qu'un candidat jette l'éponge. Je veux bien sûr parler de Joe Biden. Alors, il y avait déjà eu le cas avec Lyndon Johnson, qui avait décidé de ne pas se représenter, mais dans le contexte actuel, puisque le président Biden s'est présenté, il a concouru. Il a fait campagne et donc il a débattu et juste au démarrage de du dernier tronçon de campagne, il jette l'éponge pour les raisons que nous connaissons, et c'est surtout il jette l'éponge parce qu'autour de lui, ses amis démocrates et ceux qui l'ont financé lui expliquaient qu'il fallait jeter l'éponge. Je peux vous dire que j'en discutais avec des démocrates peu avant l'attentat contre Donald Trump, et un certain nombre d'amis de contact me disaient pour nous, la campagne est insupportable. Nous n'arrivons plus à faire campagne parce que, effectivement, tout est pollué. Le débat est pollué par la personne de Joe Biden. Mais donc, il n'y avait rien de prévu. On sait que Kamala Harris, elle a très vite décollé. Il n'y avait pas un scénario de prévu ou autre pour que ça se passe ainsi. C'est toujours... Non, je pense qu'il faut dire que, oui, il y avait forcément un plan. Il y avait forcément un plan B. Et Kamala Harris avait nécessairement, lorsqu'on est vice-président, on ne peut pas dire qu'on ne pense jamais à la présidence. En revanche, là où elle a été extrêmement attentive, c'est d'accompagner le président, et on verra que pour la campagne, ça pose aussi un problème, parce que ça veut dire qu'elle a soutenu toute sa politique, elle a accompagné le président, elle l'a laissé démissionner, en tout cas dire qu'il ne se représenterait pas, qu'il ne poursuivrait pas la campagne, elle a tout fait pour avoir l'unanimité du parti derrière elle au mois de juillet, de manière à être l'unique candidate et partir en ordre de marche groupé à partir du mois d'août. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui explique qu'elle a eu de bons démarrage, aussi bien en termes de financement, mais aussi de soutien chez les personnalités démocrates. Une présidentielle, une campagne électorale américaine où un des deux candidats, Donald Trump, a été blessé à l'oreille. C'était au mois de juillet. Il y a eu aussi en Floride, plus récemment, le 15 septembre, une tentative présumée d'assassinat, comme dit le FBI. On a d'ailleurs du nouveau, des documents rendus publics hier lundi concernant Ryan Root, américain de 58 ans. Il aurait laissé et manifesté par écrit depuis des mois son intention d'assassiner l'ancien président américain. Alors, cette violence n'est pas nouvelle. Il y a eu des présidents, même aux États-Unis, assassinés, des élus aussi, des parlementaires. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de différent au fond? Alors, je crois que c'est tout d'abord, c'est vrai que ça n'est pas la première fois, même si c'est la première fois qu'un candidat, il y a une double tentative sur un candidat. Il y a eu le décès de Robert Kennedy, vous vous en souvenez, en 1968. Il y a eu les deux tentatives d'assassinat contre Gerald Ford en 1975, le même mois de septembre 75. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une société où
la violence politique se traduit par la prise d'armes. Il y a aussi le sujet de la circulation des armes. Voilà, pour toutes ces raisons, ça n'est pas la première fois, mais nous sommes à un maximum de polarisation de la société américaine, d'une part, et puis il y a la personnalité de Donald Trump. Donc c'est vrai que sa personnalité, on n'est pas en train de porter un jugement de valeur sur sa personnalité, mais la manière dont il fait campagne, eh bien forcément ça attire l'attention et ça cristallise nécessairement l'opinion. Je ne suis pas en train de dire que ça cristallise des tueurs, attention, mais je dis que ça cristallise l'opinion. Ça électrise, on va dire, en tout cas, le débat. Ça électrise le débat. Souvenez-vous, lors de la première tentative d'assassinat, rompant avec les services de sécurité qui voulaient le protéger, il se relève et il dit « je n'abandonnerai pas ». Et c'est aussi ce qu'il dit, un peu comme pour dire « eh bien on tente de nous faire taire, on tente de nous empêcher de reprendre la présidence, donc on va continuer à se battre ». C'est ça aussi qui électrise le débat. Mais ce qui est déroutant, c'est cet homme qui se relève alors qu'il est blessé, mais c'est le même homme qui refuse de débattre pour la deuxième fois avec Kamala Harris, qui vient de se voir adresser une fin de non-recevoir. Pourquoi refuse-t-il ce deuxième débat télévisé? C'est un homme des médias, d'une part. On oublie The Apprentice, on oublie que c'est un homme qui connaît, qui comprend les codes de la télévision, qui a cette finesse psychologique, cette compréhension du monde de l'audiovisuel, et il sait que l'image est plus forte que toute. Donc il n'a peut-être pas envie d'un deuxième débat où il se sent plus étriqué. Il préfère débattre avec ses partenaires. Et au fond, on peut comprendre, c'est une stratégie de campagne. Ces débats ne sont pas obligatoires, ils ne sont pas prévus par un code électoral ni quoi que ce soit. Donc ils sont facultatifs, les candidats peuvent ne pas les accepter. Les premiers se sont déroulés sous la présidence Kennedy avec Nixon, donc ça n'est pas obligatoire. Lui préfère s'adresser à ses électeurs, mobiliser ses électeurs, parce qu'au fond ce sont eux qui feront le résultat. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est en train de les remobiliser en sachant qu'il a eu un petit peu d'essoufflement? Oui, parce que au fond, ce qui compte dans la campagne, ça n'est probablement pas à ce stade d'aller discuter du bout de gras technique parce que finalement de 2 heures de débat ne sortiront pas grand-chose. Comment voulez-vous être dans le détail sur la politique de défense ou la politique étrangère? Donc en général ce sont des généralités dans un camp comme dans l'autre, sur la politique économique. Donc c'est pas tellement là qu'il imagine d'avoir des électeurs. Peut-être qu'il se dit j'ai plus intérêt à travailler mes propres partisans pour qu'ils aillent faire campagne, pour qu'ils se mobilisent, alors, pour qu'ils aillent chercher. Quels sont les thèmes de prédilection dans cette campagne et qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? L'immigration, le Make America Great Again, c'est son slogan, c'est relever l'Amérique, c'est nous protéger contre les invasions différentes, c'est avoir un président fort. D'ailleurs, il dit au fond, moi si je suis, j'ai envie de parodier, mais moi, président, en 48 heures, je vais régler le problème de l'Ukraine parce que je vais appeler mon ami Vladimir Poutine et entre gens sérieux, on va régler le problème. Et son électorat le croit. Ça peut paraître surprenant. Enfin, moi, je doute qu'on puisse régler le problème en 48 heures quand c'est aussi complexe, mais son électorat le croit. Ils ont besoin, il faut que ce soit un électorat qui ont dit, on a besoin d'un président fort, d'une personnalité forte, de quelqu'un qui sait aller au combat. Le sous-entendu, ma concurrente ne pourra pas faire ce que moi, je serai en mesure de faire. Pourquoi c'est plus compliqué côté démocrate quand on voit y compris ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient? Joe Biden, on vient de voir l'image dans le rappel des titres, dernier discours à l'ONU, il met en garde contre une guerre généralisée entre Israël et le Hezbollah, qui est déjà une guerre, disons-le, ouverte. C'est une faiblesse côté démocrate. On a souvent dit que Donald Trump, qui est souvent vilipendé, lui n'est pas un va-t-en-guerre, qu'il a déclenché aucun conflit, contrairement à ses prédécesseurs. Alors, je crois qu'il est toujours plus facile quand on est dans l'opposition, il est toujours plus facile de discuter des échecs de ses concurrents. Il est certain que Joe Biden aurait préféré que le plan de cessez-le-feu qu'il a proposé depuis un certain nombre de mois à Netanyahou fonctionne. Il y a peu de chances que ce plan soit adopté d'ici là. Et Netanyahou joue aussi peut-être la montre en préférant Donald Trump. Le conflit n'est pas facile. Vos téléspectateurs savent que c'est un conflit qui dure depuis plus de 80 ans. Donc ça n'est pas un conflit qu'on peut régler d'un coup de cuillère à peau. En revanche, ce qui est certain, c'est que la situation se dégrade. Et moi, je pense plutôt, là pour le coup, aux personnes, aux otages du 7 octobre israélienne. Je pense aussi aux otages de Gaza. Je pense aussi aux hommes et aux femmes et aux enfants qui sont morts au cours de ces 48 dernières heures au Liban. On me dit que plus de 50 enfants, parfois il y a des quartiers
quartiers où il y a des victimes civiles nombreuses. Donc j'ai envie de dire, si j'ai un raisonnement à tenir, c'est que ce soit des républicains ou démocrates, c'est peut-être la priorité, c'est de se dire pour un coup, est-ce que Biden va être capable de lancer ce message? On ne peut pas continuer à laisser faire, parce que plus on laissera faire les uns et les autres, plus les victimes se compteront et plus la paix sera compliquée non pas à construire, mais oui, on aura du mal à recoller les morceaux. Donc ça sera aussi difficile, quel que soit le candidat qui sera élu, que ce soit Mme Harris ou que ce soit Donald Trump, ça sera difficile pour lui après le 20 janvier. Alors vous l'avez dit, vous avez cité l'économie, l'immigration notamment. Sur l'économie, vous prenez souvent un exemple, c'est celle du logement. On voit une paupérisation aux États-Unis. Difficile de se loger aujourd'hui aux États-Unis. Oui. Moi, je prends un chiffre. 60 mètres carrés à San Francisco coûte 4 000 dollars, pardon, de loyer mensuel. Ce qui veut dire que beaucoup de familles, les cadres qui peuvent faire du télétravail partent de la Californie, de la Silicon Valley, vont s'installer dans Nevada, dont la population change au fur et à mesure. Mais lorsque vous êtes serveur dans un restaurant, serveur dans un bar, femme de ménage, vous avez du mal donc à faire du télétravail. Mais est-ce qu'il y a une mesure qui peut renverser la table de part et d'autre d'ailleurs? Vous savez, c'est extrêmement compliqué parce que les prix ont tellement flambé. Il n'y a pas comme chez nous de politique de logement social avec de grosses sociétés de logement social où le secteur privé a plus de place. La réalité, c'est l'accès au crédit, c'est effectivement la revalorisation des salaires qui peuvent éventuellement amener à une résorption de ce sujet. Mais c'est un vrai sujet pour lequel, là encore, mais c'est la structure des États-Unis, il n'y a pas de baguette magique ou de disposition que pourrait prendre un président des États-Unis en 24 heures et que le problème soit résolu. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour pour votre éclairage. Merci d'être venu sur notre plateau.